Donc, depuis juillet, j'ai décrit la langue comme une approche pas toute du réel. La dimension poétique de la langue nous avait conduit à la lecture du poète parmi les poètes, Keith Hölderlin, et son acte se révélait porté par cette approche, par ce type d'approche. En octobre, j'ai ajouté que une telle approche du réel en est une assignation. C'est-à-dire que la langue et la poésie, disais-je à l'époque, assignent un réel là où la chose manque. Je vais ce soir essayer d'y revenir un peu en détail pour préciser et souligner que le réel nomme dans l'élaboration de Lacan ce qui au fond s'impose là où les constructions symboliques et imaginaires achoppent et montrent leurs limites. Par exemple, dans RSI, dans le séminaire RSI, le 10 décembre 1974, Lacan dit le réel, il se demande au début de la première séance du séminaire RSI, il se demande ce que c'est au fond, que ce qu'il a défini comme réel, symbolique et imaginaire, et il dit le réel, c'est ce qui est strictement impensable. Il commence par là. Ce qui est pensable, c'est ce qui se pense par les moyens de l'imaginaire et du symbolique, précisément. C'est-à-dire les moyens du sens, puisque l'articulation du symbolique et de l'imaginaire, dans le dernier Lacan, c'est la définition du sens. Mais ce qui n'est pas pensable, c'est seulement par l'équivoque que ça peut être touché. Alors, nous pourrons tirer de cela ce soir et en décembre quelques conséquences pour notre pratique. Et en gros, pour la pratique, et disons pour trois grandes pratiques, que sont les sciences, la poésie et la psychanalyse. Je m'aiderai pour cela ce soir de trois travaux de Lacan, celui que j'ai cité en octobre, la conférence de Caracas, que nous mettrons en lien avec le dernier séminaire qui précède immédiatement cette conférence. La conférence est de juillet 1980 et le séminaire, le dernier séminaire de Lacan, qui s'appelle « La dissolution », est de janvier à juin 1980. Le troisième texte que j'emploierai ce soir est la note écrite en 1973 aux collègues italiens de l'époque, qu'on appelle la note italienne. Ce qui nous attend dans ces textes, j'essayais de l'annoncer en concluant le séminaire d'octobre, c'est la thèse du réel comme patou. On dit, le séminaire de ce soir ira donc d'une approche patoute du réel au réel lui-même comme patou. Nous verrons, et surtout au mois de décembre, mais commencerons ce soir, que cela instruit et qualifie notre pratique et son éthique. Commençons par l'approche du réel exemplairement menée par la grande poésie, avec pour nous jusqu'ici pour guide l'exemple de Hölderlin. L'idée principale est qu'approcher le réel ne peut se faire avec les ressources du sens. La donation de sens achoppe sur le réel. Il y a, comme dit Lacan encore dans RSI,
aversion du réel au sens. Nous l'avons vu de 1000 façons depuis le début de ce séminaire. Nous lisions par exemple en octobre dans Encore que le signifié, c'est-à-dire le sens, loupe le référent, c'est-à-dire la chose. Le référent, le signifié, le rate. Autre façon dont Lacan, à toute fin de son œuvre, avait de dire cela, et quand nous produisons du sens, en fait, nous rêvons. Alors, le sens du rêve, c'est-à-dire la Deutung, du titre Traumdeutung, c'est que le sens est un rêve. Mais ça, c'est une petite boutade. C'est l'axe du chemin suivi par Lacan et dont l'axe initial aura été le centrement sur le signifiant dès l'orée du séminaire au début des années 50. Lisant Hölderlin, sa fidélité à la notion kantienne de noumen, de chose en soi, était le point de fracture avec le projet de dépasser Kant et de revenir aux choses mêmes qui caractérisent la philosophie allemande que l'on appelle dialectique ou idéaliste ou spéculative ou phénoménologique. Ce sont des épithètes qui sont à peu près similaires. Et cette philosophie court en gros de Hegel à Husserl et à Heidegger. Phénoménologie se nomme cette philosophie, car reprenant la distinction faite par Kant, noumen d'une part, c'est-à-dire chose en soi, et phénomène de l'autre. Mais le projet de cette philosophie idéaliste allemande, après Kant, donc, était de dépasser, de surmonter cette différence que faisait Kant. Kant posait le noumen hors de nos possibilités de connaissance. Pour lui, seul le phénomène, construction rationnelle à partir de la saisie de l'espace et du temps et des ressources logiques de notre entendement, ainsi que d'une faculté de l'imagination qu'il appelle schématisme, tout ça peut construire le phénomène et cela seul peut être connu. La chose en tant que telle reste pour lui opaque, inconnaissable. Les phénoménologues, les gens qui ont voulu dépasser tout cela et qui ont été l'essentiel de la philosophie allemande du début du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, et donc de la philosophie européenne, puisqu'ils l'ont dominée. Les phénoménologues, au contraire, avaient le projet, à partir du phénomène, d'atteindre l'essence qui se tiendrait en quelque sorte derrière. Ce débat philosophique est celui de la modernité philosophique. Hölderlin a choisi d'aller aux choses autrement que les phénoménologues, en se refusant aux illusions d'atteinte de l'inconnaissable, en constatant, comme il le disait à sa façon, que les dieux sont enfuis. Aucune immédiateté ne s'offre comme accès à la nature, aux choses, au monde. Et c'est là que sa réponse est étonnante. La réceptivité, telle est sa réponse, sans aucune illusion d'accès au mystère, mais dans l'acceptation de l'apparence le plus subtilement et simplement saisie, ou plutôt reçue. Alors, lorsque Lacan, lui, parle de la chose,
dans le séminaire L'éthique en particulier, eh bien, sa notion de la chose entretient avec la chose en soi kantienne ce point commun d'être inaccessible. Que la postérité kantienne se signale ici n'a rien d'étonnant, puisque Lacan reprend le terme de la chose, du terme allemand das Ding, d'une conférence de Heidegger portant ce titre. Or, Heidegger est celui qui a su déceler chez Hölderlin ce retour à Kant contre les ambitions totalisantes de la philosophie hegelienne, dont pourtant Hölderlin, dans sa jeunesse, avait été l'inspirateur. Il faut bien voir dans quelle situation de rupture nous sommes là. Rupture, au fond, avec à peu près l'ensemble des composantes de ce que l'on pourrait appeler l'idéologie moderne. Rupture avec l'histoire conçue comme développement et évolution, rupture avec la maîtrise sur le monde, rupture avec la transparence de l'énonciation, rupture avec la communication généralisée. La position de Lacan dans la page de l'éthique que je vous ai rappelée en octobre est radicale. La chose est inaccessible aux représentations. Les signifiants n'y font que bordure. La chose freudienne, telle qu'il la nomme, dans sa conférence du même nom, prononcée 3 ans avant l'éthique, est de l'ordre de cette cause du désir mystérieuse, comme l'est le désir inconscient. Lorsque Lacan élaborera l'objet Pituita, ce sera pour dire que cet objet n'est d'aucun être. On trouve ça à la page 114 du séminaire encore. C'est au fond la leçon de l'objet irrémédiablement perdu de Freud. Elle n'est d'aucun être, objet Pituita, nullement substantiel. Ses réalisations substantielles, orales, anales, etc., il les appelle, et vous connaissez peut-être ce terme qui court désormais dans notre champ, 4 substances épisodiques. On trouve cette formule précisément dans la note italienne que je vous citais tout à l'heure comme un de nos textes de référence et qui se trouve dans les autres écrits. Alors venons-en déjà à nos textes ressources de ce soir. La position de Lacan est que la psychanalyse, du fait de l'inaccessibilité de la chose et de l'absence d'être de l'objet, qui n'est que du semblant propre à nous exciter et à faire jouir, eh bien la psychanalyse doit se départir de la recherche du sens. C'est par là même qu'il commence son séminaire La dissolution, qui a été publié, republié récemment par Miller dans ce petit volume aux confins du séminaire, chez Navarin, et qui avait été publié dans Ornicart en son temps, c'est-à-dire en 1980. On lit, page 47 de ce petit volume, « Le sens est toujours religieux ». Nous essaierons de dire pourquoi ce soir. Et je cite, je continue à citer ce séminaire, alors à la page 62 du petit volume, il vient de dire que le sens est toujours religieux et il ajoute « J'essaye d'aller là contre pour que la psychanalyse ne soit pas une religion comme elle y tend irrésistiblement dès lors qu'on s'imagine
que l'interprétation n'opère que du sens. J'enseigne que son ressort est ailleurs, nommément dans le signifiant comme tel. Voilà. Nous nous retrouvons dans ce que nous ne cessons de souligner depuis le début, ici, il y a 5 ans, avec ce terme du signifiant comme tel, qui, vous l'entendez pour la xème fois, a bien été notre boussole. Pour faire court, je dirais que l'objet comme semblant et ses réalisations imaginaires dans le fantasme laissent pour seul vis-à-vis un réel hors sens et pour seule ressource le signifiant en tant que tel. Lorsque ce signifiant fonctionne hors sens, par les seuls moyens de l'équivoque, et en particulier de l'équivoque sonore, alors il ouvre à la question de ce qu'il atteint, à la question du réel. Une fois renoncée la recherche du sens et par le sens, le problème devient celui du signifiant comme tel et de sa liaison avec le réel. La conception lacanienne de la chose ou cause absente est, disais-je, la plus radicale, car elle met hors course les effets de sens. Et sa théorie de l'objet comme manque recoupe en termes freudiens l'objet comme radicalement perdu, vous disais-je. Ce que j'ai appelé assignation d'un réel est cette question instante d'une atteinte de ce qui est hors sens et que Lacan a nommé, l'a nommé le réel. Dans le séminaire Les non-dupes R, le 11 décembre 1973, il parle de ce réel qu'il a, au fond, théorisé, conceptualisé, comme au fond peut-être un peu son symptôme, et il dit « Je te baptise, réel ». Ce baptême s'imposait à l'usage résolu du signifiant sans égard à ses effets de signification qu'enseigne Lacan depuis le séminaire 3 sur les psychoses. Lacan y revient dans ce séminaire Les non-dupes, qu'on trouve dans la collection de Lally. Il y revient explicitement. Lisez ces pages des non-dupes de 1973, de décembre 1973. Ce sont des pages claires en style parlé, comme l'est souvent ce séminaire de 73-74. Alors, il y a là une place nette faite pour notre pratique. La chose étant inatteignable et l'objet manquant, d'ordinaire, la réponse du névrosé et du pervers est de déployer des suppléances phalliques à ce manque d'être et de se laisser mener par les dites substances épisodiques qui s'organisent dans son fantasme. La différence avec la position du névrosé quand elle est position de l'analyste, c'est de se tenir hors de toute suppléance phallique. Et pourtant, il occupe la place de l'autre avec un grand A pour qu'advienne la parole de l'analysant. Alors, dans la 5e séance du séminaire La dissolution, Lacan parle du malentendu. La parole, dit-il, est malentendue. On peut lire comme le nom substantif malentendu, alors la parole c'est du malentendu, ou que l'on peut lire comme un attribut, la parole est malentendue. Elle est prise
dans ce que Lacan nomme ici le bafouillage de nos ascendants. C'est ce que nous avons décrit comme la langue reçue et subie des parents. Il va même plus loin, il aime à le faire par moments, il dit même que toute naissance est un malentendu. Précédemment, dans les séminaires, dans d'autres séminaires des années 70, il lui arrivait même de traiter ses auditeurs en leur disant « vous êtes tous des fausses couches ». Et particulièrement, dit-il, naissance et malentendu, si l'enfant est désiré. Venant à rebours de tout un tas de considérations un peu lénifiantes de la psychanalyse d'enfants doltosienne. Et oui, désirer l'enfant, mais comme quoi? Comme phallus, qu'il n'est pas? Comme objet, qu'il ne peut être sauf à s'y perdre? Malentendu que tout cela. Il est important de souligner ce terme de bafouillage, puisqu'au fond, ce bafouillage de nos ascendants, c'est ce que nous avons cerné comme l'aube recette, n'est-ce pas? À jouer du sens, continue-t-il, on s'enfonce dans le malentendu. Et la religion est précisément ceux qui exploitent le malentendu en prétendant à la révélation. À l'opposé, la psychanalyse, lorsqu'elle s'engage dans le jeu de la parole, vise à dissoudre le malentendu. Voilà le titre du séminaire, dissolution. Alors évidemment, d'habitude, on entend ce titre comme la dissolution de l'école freudienne de Paris, à laquelle il procède comme ouverture de ce séminaire de 1980. En janvier, il publie sa lettre de dissolution, qui est le premier temps de ce séminaire. Mais quand on lit le séminaire en détail, c'est globalement du malentendu qu'il s'agit, sur le malentendu qu'il s'agit d'opérer, et lui qu'il s'agit de dissoudre. La dissolution, par exemple, de l'école freudienne de Paris, tient à ce qu'elle s'était perdue dans le malentendu. Et aussi bien, c'est le travail de l'analyste qui est de tenter cette dissolution du malentendu. Et comment le dissoudre? Comment mettre un coin dans le bafouillage qui nous envahit de la jouissance de l'autre, avec un grand A? Eh bien, au malentendu, nous opposons l'ouïr. Quand on déchiffre, on brouille, dit le séminaire Les Noms du Père à la même page que de tout à l'heure. Pourquoi brouille-t-on lorsqu'on déchiffre en encure? Eh bien, parce qu'on ne s'attaque pas au bafouillage obscène. Passer du pseudo-dialogue, passer du déchiffrage à la scansion par l'équivoque et au mieux par les événements de la langue nichés dans l'affect, le symptôme, le rêve, le lapsus, l'acte manqué. Voilà notre axe. Telle est notre approche, pas toute, du réel de l'analysant. Pas toute dans le sens, pas toute dans le phallus, dans le phallique, pas toute dans le semblant.
on ne passe dans tout cela, le sens, le phallique, le semblant, que pour en sortir. C'est ça la définition du patou. Alors à partir de là, une deuxième lancée de ce qu'on pourrait dire ce soir, ce qui chute dans le travail mené ainsi, c'est l'autre, avec un grand A. D'où l'insistance de Lacan sur la chute du sujet supposé savoir comme une des clés d'une fin de cure et tout particulièrement d'une analyse dite didactique. Pour qui s'autorise, il faut ainsi faire l'expérience de la chute du sujet supposé savoir, pour pouvoir mener à son tour les analysants jusque-là. À distinguer très précisément cette chute du sujet supposé savoir de la fin de l'amour de transfert, qui, elle, ne s'impose pas du tout, car c'est une toute autre question. Question de l'objet et question du fantasme. A barré, grand A barré, est l'écriture que nous avons de ce vacillement de l'autre. La première leçon du séminaire La dissolution a pour titre « L'autre, avec un grand A, manque ». C'est la version lacanienne, dirais-je, des dieux enfuis de Hölderlin, qui laisse le sujet libre de son dénuement et libre à partir de cela pour sa réceptivité. Alors, travaillons un petit peu cet autre manque. L'autre manque, non pas qu'il me manque, non pas qu'il soit manquant, faillé, mais qu'il n'existe pas. C'est sans doute la réponse la plus décidée à toute pensée totalisante et aux pratiques totalitaires qui s'ensuivent, philosophiques, politiques, etc. Alors entrons dans le détail de cet autre manque. C'est à mon avis nécessaire pour soutenir cet abarré, et ce n'est pas si facile. Première articulation de l'autre et du manque, donc le manque éprouvé par le sujet à l'égard de l'autre, avec un grand A toujours. Dans sa version névrotique, c'est la demande. Au fond de l'impasse de la demande jamais satisfaite pour le sujet et insupportable pour ses partenaires, il y a une attente croyante, comme disait Freud. Une foi tacite dans la puissance de l'autre à y répondre à la demande. C'est le mémorial de la détresse primaire, la fameuse Hilflosigkeit freudienne. La demande, au gré ou malgré ou grâce à son insatisfaction, institue l'autre. Elle infléchit le désir à s'hystériser en désir de désir. Faire de l'objet de l'autre avec un petit a, l'objet de mon désir, c'est la position hystérique, disait Lacan dans le séminaire Le Transfert. Faire de l'objet de l'autre l'objet de mon désir. Symétriquement et apparemment à l'inverse, faire de la demande de l'autre l'objet de mon désir, c'est la ruse par laquelle l'obsessionnel tente de piéger son partenaire ou sa partenaire en recouvrant sournoisement sa propre demande, suscitant la demande de l'autre pour mieux s'y soustraire.
Le pervers, lui, se voue au désir de l'autre. Par exemple, le sadique fait souffrir pour obtenir que le grand autre, évidemment absent, jouisse. Le pervers sadique est ainsi entièrement religieux. Il travaille pour le grand autre. C'est peut-être pour cela que les religions sont aussi sadiques, du reste. Le masochiste, lui, met le partenaire sadique en position. Il le requiert de le maltraiter ou de la maltraiter pour qu'ainsi la jouissance de l'autre, avec un grand A, soit atteinte au prix de ses propres souffrances, des sévices endurés par le masochiste. Alors que le sadique est de toute évidence religieux, le masochiste est plutôt religieux du côté du style mystique. Le psychotique oscille entre l'absence de l'autre et la toute-puissance d'un père, comme l'écrit l'étourdi, page 577 des autres écrits. Alors, deuxième tour sur cet abaret. Globalement, ce qui domine la pathologie, c'est-à-dire l'humain, est le doublet jouissance subjective de l'autre, jouissance objective de l'autre. Ce qu'on appelle jouissance, ce sont des termes qui viennent quasiment de la logique du Moyen-Âge, reprise par Heidegger et par Lacan. La jouissance subjective est celle que l'autre prendrait de moi, prend de moi, est censé prendre de moi. Elle est à son acmé logique dans la perversion et elle passe au délire dans la psychose. Le névrosé en a une idée plus subtile, puisqu'il s'emploie à combler l'autre, ce qui suppose que l'autre soit manquant, qu'il y a du manque dans l'autre, et qu'à être son phallus imaginaire, on puisse pallier ce manque. La version donc essentiellement névrotique est celle du manque dans l'autre. Troisième acception du abaret. Abaret signifie, le grand abaret signifie alors castration de l'autre, et c'est ce que dénie à toute force le pervers, comme nous l'a enseigné Freud. Ce ne sont donc pas là des formes de chute des prestiges du grand autre. Au contraire, c'en est la version tragique, pathétique. Faire exister l'autre à la condition que l'autre soit castré. La jouissance subjective de l'autre, jouissance qu'il aurait prise de moi, est ce qui, dans l'analyse, peut se dissiper. C'est le genre de dissolution possible dans une cure. Être moins croyant à l'égard de cette jouissance subjective de l'autre. Mais un pas est fait vers la destitution de l'autre beaucoup plus décisif lorsqu'il apparaît que c'est la jouissance objective de l'autre dont l'illusion se dissipe. La jouissance objective de l'autre, c'est la jouissance que je prendrai de l'autre, que le sujet pourrait prendre de l'autre. Or, il n'y a pas de jouissance par laquelle on pourrait s'assurer de l'autre, au double sens, de s'assurer, y trouver une assurance et en prendre possession. Et ainsi se rassurer quant à son existence.
Lacan décrit souvent le paradoxe de l'étreinte, où c'est à broyer ou à déchirer le ou la partenaire que l'étreinte aboutit. Lorsque cette folie trop humaine se dissipe, de penser pouvoir atteindre une jouissance objective de l'autre pris comme objet, faire du grand autre un objet, le pas est fait vers le réel. En quoi y a-t-il là un pas vers le réel? Eh bien, en ce que s'impose qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est cela qui nous attend dans nos textes de référence de ce soir. J'y viens donc, après avoir fait ce détour qui me semblait utile par le manque de l'autre. Et avoir conclu que la véritable formule du manque de l'autre, c'est donc bien qu'il n'existe pas et que c'est la condition pour qu'une analyse prenne la direction du réel. Donc, je résume en une phrase. L'autre barré, ce n'est pas qu'il me manque, ce n'est pas ni qu'il soit castré, qui ne sont que des façons névrotiques, perverses ou psychotiques de le faire exister, comme j'ai essayé de le développer. Non. Prendre la direction du réel, il faut alors en venir à la définition que Lacan donne, le non-rapport sexuel. L'éthique pour la psychanalyse, au sens, cette fois, d'une éthique de notre pratique, suppose que la cause, objet, chose, soit manquante et que l'autre n'existe pas. Ce sont les conditions pour qu'une cure prenne sa direction vers le réel. Or, ça, c'est l'objet du texte de 73 qu'on appelle la note italienne, et qui donc, je vous le disais, se trouve dans les autres écrits. Avec elle, nous faisons le pas vers la formule du réel comme patou. Mais cette formule du réel comme patou n'interviendra que 7 ans plus tard dans la conférence de Caracas. Alors, un mot sur la lettre aux collègues italiens. Elle a pour objet, au fond, de revenir sur les fondements de l'autorisation d'un analyste par lui-même. Et c'est à l'usage de ce groupe analytique en Italie qui était alors en voie de constitution et qui en venait donc à s'interroger sur l'existence d'analystes en son sein. Alors, à propos de cette autorisation, une question clé pour l'institution analytique et pour l'existence même d'un analyste, Lacan dit en une formule claire, il faut pour cela du réel tenir compte. Je commente, pour qu'il y ait de l'analyste, il faut que l'analyse ait pris sa direction vers le réel de l'analysant. Et aussitôt Lacan précise, du réel tenir compte, cela ressort, dit-il, de notre expérience du savoir. Ça, c'est un mode d'exposition typiquement lacanien. On parle du réel et soudain, on dit que cela relève du savoir, ou plus exactement, de notre expérience du savoir. Alors, quelle est cette expérience? Je vous en avais parlé il y a longtemps. J'ai retrouvé que c'était en novembre 2019, il y a 3 ans, la 2e année de ce séminaire. Et très brièvement,
j'avais traité à l'époque de cette thèse lacanienne, il y a du savoir dans le réel. C'était à propos du parasitisme phallique et du parasitisme de la langue. Je signalais que la psychanalyse fait une expérience très spéciale, celle du non-rapport sexuel. Expérience à la fois très généralement vécue par ce qu'on appelle les êtres humains, par antiphrase, comme disharmonie entre les partenaires sexuels, et tout aussi massivement refoulée et recouverte par les idéaux d'harmonie sous toutes les formes possibles. Ce savoir, au fond, dans le réel, sur quoi fait fond la psychanalyse, avoir du non-rapport sexuel, avoir d'une disharmonie, est très différente de la position des sciences, qui, de Newton, la science physique en particulier, la reine des sciences modernes, qui, depuis Newton, suppose une harmonie préétablie dans les phénomènes physiques, et à quoi Einstein ne dira pas non. Donc c'est une chose tout à fait particulière à la psychanalyse que de concevoir un savoir dans le réel comme disharmonie. Concevoir que le réel est non-rapport, qu'il n'y a pas d'harmonie préétablie entre les partenaires. C'est précisément vers quoi la note italienne veut conduire nos collègues. L'expérience de ce savoir qui fait la psychanalyse, c'est qu'il y a du savoir dans le réel, dit-il en toutes lettres, page 308 des autres écrits. Or, ce savoir, dit-il, ne conduit nullement au bonheur, et qu'il écrit en deux mots, bonne heure, qui veut dire à la fois le bonheur et la bonne rencontre. L'humanité oppose refus, déni, dénégation, etc. à ce savoir du non-rapport sexuel. Et à la fin du texte de la note italienne, à la page 310 des autres écrits, il conclut clairement: le savoir en jeu, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Donc il a commencé par nous dire, à nos collègues italiens, pour une autorisation, il faut du réel tenir compte. Or, ce dont il s'agit, pour notre expérience, c'est que nous faisons une expérience de savoir. Eh bien, laquelle? D'un savoir dans le réel qu'il y a disharmonie foncière, non-rapport sexuel. C'est cela qui fonde la possibilité, dit-il, pour une école de soutenir l'autorisation d'un analyste par lui-même. Donc le commun des mortels n'en veut pas de ce réel et de ce savoir. L'analyste, lui, s'il fait le pas de cette autorisation, l'assume et désire même s'en faire le porteur. Par là, il devient, dit Lacan, le rebut de l'humanité. C'est là le fameux rebut dont on fait parfois des dissertations un petit peu dans la délectation masochiste et dans la déréliction. En fait, ce n'est pas du tout le ton de Lacan. Lorsqu'il en parle, c'est pour mettre le doigt sur ce sur quoi doit faire fond l'expérience d'une analyse et l'autorisation qui lui fait suite.
se décalant des illusions du bonheur, à la fois bonheur donc et bonne rencontre. Le psychanalyste risque d'avoir horreur de ce savoir de la disharmonie entre les petits autres et de la mauvaise rencontre traumatique du sexuel. Mais l'autorisation ne peut se soutenir que si l'analyste n'a pas horreur de ce savoir et ainsi n'a pas horreur de son acte. Avec cette seconde formule, nous en sommes au texte de 1980. Nous quittons donc le texte de 73 de la note italienne. Il y a au début du séminaire La dissolution une lettre que Lacan adresse au journal Le Monde. Il rend ainsi publique la dissolution de l'école freudienne de Paris. On y lit « Le psychanalyste a horreur de son acte ». Nous savons pourquoi. C'est ne pas supporter d'être au banc de l'humanité et porteur de la désillusion quant à l'harmonie relationnelle dans un monde qui rêve et qui se leurre. Supporter donc de ferrer chez l'analysant le savoir du non-rapport qui est son réel. Tout cela, les orientations de la note italienne et du séminaire du premier semestre 1980 trouvent une conclusion dans la conférence de Caracas en juillet 80, où il parle du patou que dans sa pratique il aborde, dit-il. Ce patou, je cite, sûrement dans le réel. C'est toujours dans ce petit volume-là. Cette conférence de Caracas est assez courte, hein, mais on y trouve cette formule précieuse. Donc, c'est à la page 85 de ce petit volume. Le réel peut ainsi, dit la conférence, je cite, être admis comme patou. Telle est la formule de Lacan ce jour-là. Pour les amateurs de topologie, je signale que c'est la raison pour laquelle Lacan tente à dessiner le réel, quand il le noue aux deux autres dimensions, non pas comme un rond de ficelle, ce qui est le cas pour le symbolique et pour l'imaginaire, mais comme une droite infinie. À l'époque, il essaye dans les années 80, là, enfin en 80, il essaye de proposer un nœud, deux ronds et une droite infinie. Il métaphorise ainsi la non-circularité, la non-totalité du réel. Ce n'est pas un rond, c'est une droite infinie. Alors maintenant, quelle partie pouvons-nous tirer de cette nouvelle thèse de juillet 80 ? En premier lieu, je vous rappelle avoir souligné en octobre le terme d'abord, abord, par lequel Lacan nomme ce que moi j'appelais approche du réel par la pratique analytique. Abord m'avait convaincu parce que ça contient bord et caractérise ainsi ce qui, dans notre approche du réel, se tient en une limite, en un bord, et c'est ainsi que le réel est assigné par notre abord dans notre pratique. Par notre abord lui-même, et non pas par une pénétration qui prétendrait, en quelque sorte, obtenir une connaissance du réel. Non, c'est une approche de bord, une approche aux limites. Alors, je cite
juste une phrase de ce séminaire L'autre manque, qui est donc le premier du séminaire La dissolution. Je cite, « L'usage de l'un que nous trouvons dans le signifiant ne fonde nullement l'unité du réel. » Je voudrais donc, pour finir, mentionner, je vous le disais, 3 pratiques qui abordent le réel comme pas tout. Les sciences, la poésie et la psychanalyse. Pour de la psychanalyse, je traiterai au mois de décembre, j'annoncerai juste quelques lignes de travail tout à l'heure. Je vais parler rapidement des sciences et de la poésie. Les sciences physiques et biologiques travaillent au moyen du langage mathématique, nous le savons. Et elles font le constat d'un réel pas tout connu, jamais conceptualisé d'une manière unique, précisément la citation de Lacan qu'on vient de dire, de l'usage de l'un que nous trouvons dans le signifiant ne fonde nullement l'unité du réel. Les sciences physiques et biologiques ne conceptualisent jamais le réel de manière unique ni exhaustive. La physique peut être newtonienne et approcher certains faits physiques, comme la gravitation. Mais le réel physique n'est pas tout newtonien. On sait depuis le XXe siècle qu'il peut être pensé selon la relativité restreinte et généralisée, mais aussi selon une approche quantique. Chacune de ces physiques approche des bouts de réel, comme dit Lacan. Cela est reconnu par toutes les épistémologies contemporaines de la physique. On a par exemple noté, je vous fais circuler cette petite photo, c'est assez parlant, ça vient d'un des derniers numéros du séminaire La Recherche, de la revue La Recherche. On a par exemple noté que pour rendre compte de la circulation de l'air autour d'une aile d'avion en vol, diverses mathématiques sont à mobiliser. Les équations de l'air, les équations de perturbation régulière et la théorie de la couche limite de Prandtl. Chacun de ces outils mathématiques permettent de cerner un aspect du mouvement de l'air, un bout de ce réel si difficile à cerner autour simplement d'une aile d'avion et de l'air tel qu'il le fend, comme on dit. C'est un article d'un épistémologue, jeune épistémologue du CNRS contemporain, d'où se tire cette étonnante photo. La biologie. La biologie post-structurale, celle qui a succédé aux découvertes des années 1950 à 1980, c'est-à-dire la biologie moléculaire, celle de l'ADN et de notre chair ARN, a montré que le système du vivant n'est pas seulement structural. Il y a donc une biologie post-structurale depuis les années 80. Mais que le système produit lui-même des processus d'erreur, de perturbation, de sorte qu'il soit en mesure de leur répondre par des phénomènes de correction. La dimension structurale se double dans le vivant d'opérations de déstructuration ou structuration. D'une part, la structure est sensible aux effets de l'environnement, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'épigenèse. D'autre part, la structure elle-même suppose un procès de restructuration permanent. La structure n'est jamais close, pas plus assurée en sa consistance que ne l'est un système logique selon Gödel.
Voilà pour les grands pans de la science physique mathématisée, la biologie contemporaine et l'arrière-fond logico-mathématique. Pour ce qui est de la poésie, nous avons vu Hölderlin rompant avec une conception totalisante du monde incarnée par la philosophie de son ami Hegel. C'est peu dire que de qualifier l'impact de la poésie de Hölderlin comme faisant advenir des bribes de réel. N'avoir pas d'autre projet que cela est sans doute le propre des grands poètes, et pas seulement les modernes. Villon, Rimbaud, Rilke, Celan sont d'une même strate de la grande poésie. Et ce ne sont pas les accumulations de Rabelais qui doivent nous faire croire à la création d'un univers. Son génie de la multiplicité n'a d'autre but que de faire émerger quelques effets de la langue inouïs, avec en prime, chez Rabelais, la drôlerie irrésistible de ces équivoques signifiantes. Par exemple, dans ce qu'on appelle le tiers-livre, c'est le 3e volume de son histoire des géants, Gargantua Pantagruel, il y a 39 chapitres consacrés à la question de savoir si Panurge se doit ou non marier, et sur les perplexités obsessionnelles des jugements devant l'acte, tout particulièrement l'acte sexuel. Donc, et tout ça développé évidemment dans une floraison de jeux de la langue. J'insiste sur le fait que Rabelais, comme les autres, fait surgir des effets inouïs. Et je l'écris avec un tiret entre in et oui, puisque le poète enseigne à cibler, à cerner, à serrer l'inouï dans l'immensité de la langue. Roland Barthes s'était essayé à nommer cela bruissement de la langue. Alors en décembre, et je donne ça juste en un mot, en une minute, quelques directions, nous prendrons le temps de soutenir cette formule nouvelle du réel comme patou pour qu'elle soit éclairante pour notre pratique de la psychanalyse. La thèse primordiale, bien sûr, nous la pratique est ce qu'est l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui est structuré à partir du refoulement originaire. Un élément de patouille réelle de l'inconscient. Ses conséquences pour notre pratique, nous le verrons, c'est la direction de la cure vers le réel et certaines conceptions de l'interprétation et de ses modalités, et enfin, la question de la possibilité d'une fin de cure. Voilà ce que je ferai en décembre pour vous. Est-ce que vous voulez causer? Il est 10h30, on a possibilité si vous le souhaitez. Moi j'ai une question. Qui est-ce qui parle? Zéra. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir? Je n'ai pas noté, enfin, suffisamment, je n'ai pas bien saisi, je pense. Oui. Cette formulation où vous dites liaison du signifiant avec le réel. Qu'est-ce que vous souhaitez que je dise là? Ben, dire un peu plus. C'est tout l'exposé, ça. Hein? Oui. J'arrive pas à... Je comprends, hein, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour... Alors, du côté du signifiant comme hors sens,
ou du côté du réel comme pouvant être cerné par certains moyens que l'on résume comme les moyens de l'équivoque signifiant. Oui. Tout repose sur l'idée que ce n'est pas par le sens que l'on atteint le réel. Thèse que nous avons démontrée en long, en large cette année et précédemment. Donc, si ce n'est pas par le sens que s'atteint le réel, si, comme nous l'avons lu là, c'est le signifiant comme tel qui est notre boussole, la question est comment, à partir du signifiant comme tel, pouvons-nous cerner quelque chose du réel? La réponse est que dans les différentes manifestations ou formations de l'inconscient, que sont le rêve, le lapsus et compagnie, fonctionne le signifiant comme tel sur le mode de l'équivoque signifiant. Nous avons fait des travaux dans ce séminaire où nous avons lu le Witz de Freud, le trait d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, lu par Lacan dans le séminaire 5, puis retravaillé par nous à partir du dernier Lacan. Dans un Witz, il y a de l'équivoque signifiante. C'est ce qui fait fonctionner la blague et c'est ce qui fait rire. Dans un symptôme, il y a de l'équivoque signifiante à cerner. Et dans l'ensemble des faits de parole, si l'on veut dissiper les malentendus propres au déchiffrage ou de notion de sens, c'est uniquement par l'équivoque signifiante que l'on y parvient. Donc, la question de l'articulation au réel comme hors sens ne se peut que par les moyens du signifiant coupé de sa fonction de signification, c'est-à-dire du signifiant comme tel, du signifiant dans sa matérialité et dans les jeux que cette matérialité permet non seulement à l'interprétation, mais au fonctionnement même des formations de l'inconscient. L'inconscient, dans ses formations, fonctionne à l'équivoque signifiante. Eh bien, c'est par l'équivoque signifiante que l'interprétation pourra avoir prise sur lui. Or, qu'est-ce que c'est que les formations de l'inconscient? Eh bien, ce sont des productions à partir du non-rapport sexuel. Quand on dit que le symptôme, c'est suppléance au non-rapport, on ne dit rien d'autre. On parle à longueur de temps du symptôme, et que dit-on d'autre sinon que c'est une suppléance au non-rapport? Fait tenir le nœud, disons. Parce que ça supplée au non-rapport, eh bien, si ça supplée au non-rapport, c'est bien que ça fonctionne en relation avec ce réel qui est le non-rapport. Et pour y intervenir, dans la mesure où on peut y intervenir, eh bien, il n'y a que l'équivoque signifiante. Ce que Lacan dit dans le séminaire Le symptôme, notre meilleure arme contre le symptôme, c'est l'équivoque signifiant. Voilà, il en est du symptôme. Oui. Quelqu'un parle. C'est moi. En ligne, online. Oui. Attends, je crois que Simgué avait demandé la parole. Et après, je te la donne. Pas de. Comment? Prenez. D'accord. Bon, la question qui se pose après votre commentaire, en fait, c'est quand on propose une nouvelle, quand on propose une lecture par l'équivoque, est-ce que ça ne serait pas une nouvelle sens quand même, un nouveau sens qu'on propose? Il ne s'agit pas de produire du sens. Par l'équivoque, il s'agit de, par exemple, le mois prochain, on prendra des exemples cliniques de la pratique. On essaiera de cerner comment une scansion
Excusez-nous, on n'entend micro. pas dans le... Ah, pardon. Pardon. Tu entends là maintenant? Merci, Oui, Ça va là? merci. ça va, oui. Parce que je m'étais mis loin du micro pour donner le micro à Simguet. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais qu'une scansion sur un lapsus, par exemple, ou sur un signifiant qui surgit comme ça, dans une condensation de rêve, de leur sens, est sans doute une des interprétations les plus efficaces que l'on peut produire. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un « voilà pourquoi vous avez fait ceci ». Il s'agit plutôt de suspendre sur l'équivoque de telle sorte que ça fasse son chemin. Alors, prenez le micro, sinon personne ne vous entendra. C'est là. C'était. Non, il y en a un là. Ah, là. C'est bon. Il faut donner le micro. Oui, vous étiez en train de. On te passe la parole après. Je rebondissais sur ce que vous disiez. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas que ça relance le sens? Si, forcément. Ça peut relancer les associations. Ouais. Et ensuite, le déchiffrement. Et de ce fait, ensuite, produire de nouvelles scansions du signifiant comme tel, bien sûr. Claire. Oui, deux choses. D'abord, par rapport à ce que tu viens de dire, Bernard, quand tu fais référence au séminaire Le Symptôme Oui. concernant l'interprétation et l'équivoque, hein, c'est uniquement par l'équivoque que l'interprétation opère, dit Lacan. Ok, sauf qu'il ajoute qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. C'est-à-dire l'équivoque en tant que tel ne suffit pas, il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. Et là, ça me ramène à la question de la langue, en un mot. L'année dernière, tu t'étais posé une question à laquelle tu n'as pas répondu. Cette question, c'était, je ne me rappelle plus de ta formulation exacte, mais c'était, est-ce qu'on pourrait dire que la jouissance de la langue est une jouissance, que dans la jouissance de la langue, il y a une jouissance pas toute. C'est-à-dire que tu avais fait le lien entre la langue et le patou, et la jouissance pas toute, évidemment, qui n'a pas, disons, c'est comme ça que je l'ai entendu, de lien avec la jouissance féminine, bien entendu. Alors, ma question est celle-ci. Si je prends cette question que tu t'es posée l'année dernière, Là, on n'a pas entendu ce que tu disais. Si tu prends… Si on conserve cette question que tu as posée l'année dernière, il me semble que c'était au début de ton séminaire, c'était à peu près au début du séminaire. Est-ce qu'on pourrait faire, disons, le rapprochement avec ce que tu annonces comme étant le réel comme patou? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que… Oui, oui. D'accord. Je t'ai interrompu. Non. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis la main sur les travaux de 80, que j'avais parcouru le séminaire La dissolution dans Ornicart il y a 20 ans, 30 ans, mais je n'avais pas lu la conférence de Caracas attentivement. Lorsque dans la conférence de Caracas, j'ai trouvé cette page où il pose au fond que dans sa pratique analytique, il aborde le réel comme patou, je me suis dit, ben voilà le lien qui va nous permettre de saisir en quoi la résonance de la langue fait résonner quelque chose qui consonne avec son caractère patou langage. Voilà. La langue est patou langage, et si le réel est patou, alors il y a une résonance très, très étonnante possible. Donc,
je parlerai de l'interprétation à partir de là la fois prochaine. Voilà, donc on pourrait poser que partant du langage en tant que tel, tout langage n'est pas, disons, enrobé, je vais dire ça comme ça, de jouissance phallique. Dans le langage, il y a une jouissance qui relève de la jouissance patoute. Dans la mesure où le langage accepte de se déstructurer suffisamment pour atteindre à la Bien sûr, résonance, bien au sûr, lieu de se oui. tenir au Bien sûr. référentiel, à la grammaire, etc. Bien sûr, parce qu'il faut quand même préciser que lorsque Lacan, dans le symptôme, il fait la corrélation entre, disons, l'interprétation de l'analyse et l'équivoque, l'équivoque, mais à condition qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne, il faut mettre ça au regard du symptôme vidé de son sens. Oui, oui. Hein, voilà. Mais c'est intéressant ça, parce que Ça va est-ce nous que le permettre peut-être symptôme, d'avancer. attends, juste un truc, Ah, bien sûr, oui. est-ce que le symptôme en tant que tel, est-ce que, pardon, la langue telle que je viens d'essayer de l'aborder comme relevant d'une jouissance patoute, est-ce que ça pourrait rapprocher de la question du symptôme, non pas du symptôme, non pas du ptone, mais du tome, comme étant un résidu de jouissance ou quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas. C'est une Je question. crois que le symptôme n'est pas étranger à la jouissance phallique. Hein. Je ne sais pas. Bon, ben, on va discuter de tout ça. Oui, hein, c'est Ça intéressant. nous ouvre très, très bien le séminaire de décembre, ça. Mm. Autre chose. Vous vouliez redire quelque chose, Singé? J'ai une question. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez déplier un peu plus la jouissance objectif? La jouissance objective de l'autre. Voilà. La jouissance objective de l'autre, ça supposerait que l'on puisse jouir du grand autre. C'est-à-dire que l'on puisse s'en saisir. Et ça supposerait que, alors, il y a immensément de démarches et d'entreprises qui s'y essaient. Les grandes invasions, la conquête des empires, la conquête de la dame, etc., etc. Et ça bute, Lacan le dit quasi ironiquement, ça bute sur le simple phénomène de l'étreinte de deux corps qui essayent de s'étreindre et qui, en définitive, sont très très proches de s'entre-déchirer ou de se broyer. C'est une conclusion, disons, un petit peu simple et sympathique ou antipathique de ce qu'il advient de deux corps qui essayent de croire que l'on peut prendre le pouvoir sur l'autre en jouissant. Donc, je comprends que, ou j'ai déduit qu'il y a quelque chose, un côté phallique dans tout cela, ou est-ce que c'est... Oh, forcément, oui, Ouais. nécessairement. La jouissance objective de l'autre, prendre l'autre comme objet de jouissance, c'est une démarche hyper phallique, c'est certain, mais ce n'est pas essentiellement ça la question. La question, c'est que ça n'existe pas, la jouissance objective de l'autre. D'autant que l'autre, par ailleurs, n'existe pas. Donc, et c'est le premier pas pour y arriver. Est-ce que l'on termine là-dessus? Eh bien, écoutez, alors, vous viendrez, j'espère, le vendredi juste avant les vacances de Noël. Une excellente date. Non, le 16 ou 10. 16 ? Non, 16. C'est encore jouable. Bon, alors à bientôt. Au revoir. Merci.